Bonsoir, rebonsoir, 24 heures pour trouver un Premier ministre à la France. On va découvrir ici dans quelques instants un sondage exclusif sur les intentions de vote en cas de législative anticipée, mais aussi ce qui se passerait à droite. Et vous verrez que ce sont des nouveautés extrêmement intéressantes qui toucheront notamment Laure Lavalette qui nous rejoint sur ce plateau. Je vous en prie, Laure Lavalette, merci beaucoup. Toutes les voix vont s'exprimer ici, de droite, de gauche. Laure Lavalette, députée du Var, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Philippe Brun, monsieur le député. Merci à vous aussi, député Parti Socialiste de l'Eure, vice-président de la Commission des Finances. Et Marine Tondelier qui est avec nous en direct. Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir. Vous co-signez plus exactement une tribune pour hâter les choses et notamment en vous adressant au président de la République. Elle s'intitule notamment « Monsieur le Président, entendez le pays ». Pourquoi cette tribune? Pourquoi maintenant Marine Tondelier? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que nous essayons de hâter les choses, puisque ça fait plus d'un an maintenant que cette tragédie dure. Si nous sortons de cette tribune maintenant, tous les trois, donc avec le chef du Parti Socialiste et le chef du Parti Communiste, c'est parce que nous savons que la décision sera rendue dans les heures, dans les jours qui viennent, et que nous voulons très clairement réaffirmer notre volonté, oui, de gouverner ensemble avec les socialistes, les communistes et les écologistes. Nous voulons qu'Emmanuel Macron, qui s'apprête vraisemblablement à nommer quelqu'un d'autre, n'ait aucune excuse pour faire ce qu'il s'apprête à faire. Vous savez, ça fait plus d'un an maintenant que les macronistes font tourner ce pays en rond. C'est interminable, c'est un monde qui ne cesse de s'effondrer et qui donne un bien triste visage à la vie politique française. Je pense que ce lien très ténu qui continue d'unir les Français à celles et ceux qui nous gouvernent est en train définitivement de se rompre. Et donc, je pense que s'il n'accepte pas cette fois-ci une cohabitation, il devra partir parce que ça ne tiendra plus. On voit que même dans son propre parti, Gabriel Attal, qui a été son Premier ministre, son bras droit, dit qu'il ne comprend plus Emmanuel Macron, que Édouard Philippe, son Premier ministre chronologiquement, appelle à son départ également. Il ne tiendra pas jusqu'à la fin du mandat. Comme je comprends aussi que les macronistes ne souhaitent pas de dissolution et quand je vois les sondages qui circulent, qui leur donneraient à peu près 30 députés, les macronistes en cas de dissolution, je sais qu'ils veulent éviter ce scénario. Écoutez, nous n'avons pas peur de la dissolution. S'il faut repasser devant le vote des Français, nous le ferons. Nous leur disons, si vous voulez avoir une chance de l'éviter, on a une seule solution pour vous et ça s'appelle la cohabitation. Marine Tondelier, on comprend votre logique, mais comment vous le forceriez à partir? La Constitution est la Constitution, il est là jusqu'au terme de son mandat, jusqu'à la dernière minute du dernier jour, il peut rester, c'est son droit. Je pense que ça n'est tout simplement plus tenable quand, y compris le chef de votre parti, celui que vous avez créé, dit qu'il ne vous comprend plus, quand votre Premier ministre, Édouard Philippe, appelle lui-même à votre départ. Et je pense que la suite, c'est que les milieux économiques vont commencer à demander son départ parce que tout simplement, ça fait un an que les carnets de commandes sont bloqués, que les embauches sont bloquées. Et moi, vous savez, je suis allée à l'université du MEDEF, je suis allée au Cercle des économistes à Aix-en-Provence et j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise, qui sont d'ailleurs 86% les chefs d'entreprise, à soutenir la taxe Zuckman, nous dire que en fait ça avait trop duré et que eux ils avaient besoin d'un cap de perspective, ils avaient besoin de savoir d'où ça allait et sur quoi se projeter. Qu'ils avaient compris maintenant que ce serait pas exactement ce qu'ils voulaient, mais que ce dont ils avaient besoin, le mot-clé, c'était la prévisibilité. Et là, ça fait un an maintenant que les macronistes nous font tourner en rond, tous. On a besoin que ça avance quand même pour notre pays et pour nos concitoyens. Merci Marine Tondelier. Vous avez entendu le petit lapsus que vous avez fait, ça va rester. On va en faire un même, la taxe Glucksmann, vous avez dit. J'ai failli, mais je me suis... Mais d'ailleurs, Raphaël Glucksmann soutient la taxe Zuckman, donc tout va bien. Merci beaucoup Marine Tondelier. Réaction sur ce plateau, je l'ai dit, les deux politiques, et vous êtes toujours Natacha Polony et Karl Meus. D'un mot pour vous, au fond, c'est la marge de manœuvre du président de la République. L'un et l'autre, quelle est-elle selon vous? C'est-à-dire, quand on va évoquer les noms tout à l'heure, Jean-Louis Borloo, Sébastien Lecornu 2, pour vous, quelle est la marge du président, s'il fallait la résumer? On va gagner du temps. C'est d'ailleurs ce qu'il fait. C'est la seule marge qu'il a et pour l'instant, il a acheté 48 heures de plus. Bon, très bien, mais pour ma part, comme je ne suis pas talmudiste, je n'ai pas compris ce qu'a dit Sébastien Lecornu hier. Donc, nous attendons. Comme tous les Français, et en effet, comme tous les chefs d'entreprise, comme tous les gens qui essayent d'agir, comme tous ceux qui essayent de boucler leur fin de mois, on verra. Je ne suis pas talmudiste, mais j'ai compris ce qu'a dit Sébastien Lecornu hier. Bravo. Et donc, on aura le nom d'un Premier ministre demain.
C'est les 48 heures, on a un délai. Est-ce que c'était pour forcer Emmanuel Macron à choisir, à en nommer un? C'est possible aussi, parce qu'on sait qu'Emmanuel Macron se décide toujours au dernier moment. C'est-à-dire, là, on peut citer des noms. Emmanuel Macron n'a pas encore tranché. Il le tranchera demain, au moment où il devra le faire. Et j'aimerais vous entendre là les deux politiques, s'il vous plaît, puisqu'on part de là. C'est cette tribune. Alors évidemment, vous avez des avis très opposés, mais oui ou non, pour vous, Emmanuel Macron est-il libre, comme le dit la Constitution, est-il libre de choisir qui il veut, ou est-ce que pour vous, son choix est très contraint? Le choix était libre sans doute au lendemain du 7 juillet, mais s'il devait, je crois, à l'époque prendre en compte le résultat des élections. Là, il est encore plus contraint parce qu'il y a eu 3 gouvernements qui sont tombés, 2 à cause de censure et l'un à cause de l'imbroglio que nous avons connu cette semaine et qui ne laisse de nous interroger. Maintenant, je crois qu'il doit prendre acte de plusieurs faits. Mais qui voulez-vous lui imposer? Soyons clairs. Alors, tout de suite, la cohabitation. Tout le monde maintenant a ce mot-là à la bouche. Alors, les écologistes, les LR et vous aussi, cohabitation. En tout cas, il y a un fait politique majeur. La légitimité du président à continuer la même politique depuis 8 ans, c'était ce fameux socle commun où ils étaient 210, LR plus macronistes, à gouverner ensemble, et c'était le premier bloc de l'Assemblée alliés ensemble. Ce bloc a explosé. Donc nous disons qu'il faut appeler le bloc suivant, qui est le bloc de gauche en nombre de députés, et qui lui a été arrivé en tête lors des dernières élections et a des choses à proposer, une nouvelle méthode, pas de 49.3 et un dialogue permanent avec l'Assemblée nationale et la suspension de la réforme des retraites. Voilà la proposition que nous lui faisons. Il est évidemment souverain, mais je crois que toute autre solution, notamment de la reconduction d'un Premier ministre macroniste, quel qu'il soit, aboutira au même résultat, c'est-à-dire de nouvelles censures et de nouvelles difficultés. Laure Lavalette vous répond. Moi, je suis un peu navrée. Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. C'est pas un nouveau Premier ministre dont on a envie. C'est évidemment un sursaut. On est dans un chaos budgétaire, migratoire, sécuritaire. On voit bien que les Français n'en peuvent plus. J'ai été très marquée, moi, par les propos de Monsieur Lecornu hier, quand il dit il y a une majorité pour la non-dissolution. Mais c'est bien la première fois en 16 mois qu'on aurait une majorité à l'Assemblée nationale. On n'a pas eu de majorité sur le budget, on n'en a pas sur les grandes options pour redresser le pays. Par contre, pour ne pas aller aux urnes, pour ne pas revenir devant les Français, parce que vraisemblablement tout le monde a un peu la trouille d'y retourner. Là, d'un coup, ils trouvent une majorité, mais c'est affligeant. On est en train d'offrir aux Français le spectacle de tout ce qu'ils abhorrent, de tout ce qu'ils détestent. Je pense qu'il est temps de revenir évidemment au peuple. L'intérêt du pays commande une dissolution, c'est évident. La situation de la France nécessite des grands choix, et pour ces grands choix, ça nécessite une majorité. Vous savez, Monsieur Brun et moi, on est d'accord sur pas grand-chose pour le coup. Il veut augmenter les impôts pour faire baisser le déficit. On n'a pas du tout la même vision sur l'immigration, mais je respecte beaucoup ce qu'ils pensent, et je pense qu'il faut aller devant les Français, leur dire voilà, nos projets sont ceux-là, les Français trancheront, et c'est ça la démocratie. Il ne faut pas avoir peur, mon cher collègue, de revenir devant les urnes. Alors, nous n'avons pas peur du tout. D'ailleurs, vous recevrez dans quelques minutes, je fais le teasing Frédéric Dabi qui montrera les sondages et qui montre qui gagnerait en vérité les prochaines élections. Vous voulez la dissolution, donc ce sera effectivement dans quelques instants, le sondage est fait. Mais répondez directement sur la dissolution. Vous la souhaitez aussi ? Qu'est-ce qui se passerait? Vous la souhaitez aussi? Je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il faut donner une dernière chance à la discussion avant une éventuelle dissolution. Pourquoi? Parce que, en vérité, le RN gagnerait beaucoup de députés, certes. La gauche en gagnerait beaucoup. Et le bloc central s'effondrerait. Mais personne n'aurait de majorité absolue. Et donc on se retrouverait dans la même situation. Et là, ce sera encore plus dur. Ça vous est difficile de parler au nom du peuple français. Il y a un an quand même. On a fait il y a un an. Et d'ailleurs, les sondages disent pas que les gens on meurt d'envie de dissoudre. 66% quand même. C'est pas rien. On en a un, on montre qu'il y a 40 qui veulent dissoudre, 41 qui veulent pas dissoudre. 66% qui veulent que le président de la République s'en aille, mais pas dissoudre. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que si on dissout, on règle la crise politique? Et moi, ma conviction, c'est que ce qui va se passer, c'est que le RN aura plus de députés, certes. La gauche, nous aurons plus de députés, certes. Et à la fin, on sera dans la même situation, avec encore moins de possibilités de faire adopter un budget, puisque nos options sont radicalement opposées. Et donc moi, je dis, donnons une dernière chance à la discussion, avec les forces qui le veulent bien, pour adopter un budget, parce que nous l'avons déjà fait au mois de janvier. Laure Lavalette, là-dessus, pourquoi cette différence sur la dissoudre, pas dissoudre? Mais vous savez, au soir du second tour des élections législatives l'année dernière, les Français voulaient toujours moins d'immigration, plus de sécurité, plus de pouvoir d'achat. Ils n'ont pas voté pour vous. Non mais pourquoi? Parce que vous avez fait des alliances absolument délétères comme l'autre. Mais je suis d'accord, Monsieur Brun. Les gens ont voté contre vous pour battre vos candidats massivement au deuxième tour. C'est pas la faute des partis politiques. On voit bien que ça les gens qui vous ont rejeté. Alors, vous avez quand même fait des sacrés accords quand même que vous avez proposés aux gens. Les gens auraient pu quand même voter pour vous. Je l'entends. Mais il n'empêche que finalement, simplement être contre Jordan Bardella, ça ne fait pas une politique. On le voit bien. Vous avez
avez fait des alliances un peu délétères avec le nouveau Front Populaire, avec lequel vous êtes quand même bien embêté. On sent bien que votre positionnement est quand même difficile, avec ce bloc central qui lui aussi, j'allais dire, s'est compromis avec le nouveau Front Populaire. En tout cas, on voit bien, effectivement, ça a empêché Jordan Bardella, et vous avez raison, d'arriver à Matignon, ce que je déplore parce que depuis 16 mois, on aurait sûrement fait baisser la TVA, par exemple, sur les énergies, on aurait fait baisser les impôts de production, on aurait réduit l'immigration. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que ça ne fait pas un programme. On le voit bien, nous sommes dans une crise institutionnelle. Vous le voyez bien, mon cher collègue, on ne vote plus rien à l'Assemblée nationale. Il ne se passe rien depuis un an. Et vous le savez comme moi, sous la 5e, c'est le peuple qui est souverain. La Cour suprême, c'est le peuple. Il faut revenir devant le peuple. Et ça va être beau parce que si vous avez plus de députés, on va enfin pouvoir s'affronter. Votre programme, mon programme, et les Français vont trancher. On n'est pas là pour faire une pièce de théâtre, mais non, Laura Valette. La vérité, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Le peuple, c'est pas une pièce de théâtre. 40% d'augmentation des plans sociaux dans notre pays depuis janvier. Hausse du chômage, l'instabilité politique qui nous coûte 15 milliards d'euros par an selon l'OFCE. Notre devoir, c'est de se mettre autour de la table pour essayer de débrouiller cette histoire et adopter un budget. Et d'ailleurs, on l'a fait au mois de janvier. Et d'ailleurs, vous n'avez vous-même pas censuré le budget que nous avions négocié parce que ça permettait au pays d'avancer. Et moi, je le dis, il y aura l'élection présidentielle. Elle arrive très vite en vérité. On y est là, on y est dans 6 mois. On va encore passer un an et demi comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer là, franchement, en un an ? Rien du tout. Imaginons. C'est le problème. Il faut des mesures sécuritaires, il faut des mesures contre l'immigration, de pouvoir d'achat, monsieur Brun. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à faire passer un budget de toute urgence. Une nouvelle dissolution, ça repousserait le budget finalement au milieu de l'année prochaine. Et donc tant d'instabilité créée, tant de chômeurs créés, tant de difficultés. Parce que là, c'est pas l'instabilité, c'est pas des chômeurs, c'est pas... Donc, essayons de se donner une chance. Un certain nombre de choses ont été faites, de concessions. Sur les retraites, on a obtenu cette concession. Voyons si quelque chose est possible la semaine prochaine. Brun, et je le dirais vraiment, si c'est pas possible, oui, il faudra dissoudre. Alors Philippe Brun et Laure Lavalette, j'aimerais vous faire réagir à ce qu'on vient de recevoir, c'est-à-dire l'entretien de Pierre Moscovici au Parisien. Et il est un personnage important puisqu'il fait partie de ceux qui sont cités comme papables, ministrable ou premier ministrable, avec une position historique de centre-gauche, connaisseur de la chose publique, de la chose économique. Et on lui pose la question, un gouvernement technique, ça peut fonctionner pour l'interrogation. Un gouvernement purement technique, ça n'existe pas. Le gouvernement est forcément politique, mais il peut être dirigé par une personnalité dotée d'une expertise particulière. Oh, vous êtes cruel, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, regardez, 4 moqueurs, 4 personnes sur un plateau, 4 moqueurs. La ficelle est assez grosse quand même. Heureusement que moi je suis gentil. Donc, une personnalité dotée d'une expertise particulière et détachée des partis politiques. Question suivante. Si vous êtes appelé, iriez-vous au Matignon ? La question ne m'a jamais été posée. Réaction là-dessus, et sérieusement cette fois, là on a une piste, en tout cas celle d'un gouvernement de gauche, de centre-gauche. J'aimerais vos réactions là-dessus. D'abord Laure Lavalette, puis Philippe Brun. Non mais au secours, enfin je veux dire c'est l'ancien monde, mais c'est pas possible. Mais est-ce qu'on va boire le calice jusqu'à Lali ? Je vous pose la question. Est-ce qu'on va boire le calice jusqu'à Lali ? Jusqu'où va-t-on aller dans cette 5e République ? Enfin encore une fois, revenons-en au peuple, mais je ne comprends pas que ça effraie tant à la fois le président de la République et mes collègues. Enfin, vous voyez bien l'instabilité, et je veux dire, c'est même plus une instabilité, c'est grippé, le système est grippé, on ne peut pas se satisfaire de ça, on ne peut pas se satisfaire de budget comme le dernier que nous avait proposé M. Bayrou qui demandait 8 milliards d'efforts supplémentaires aux retraités et 0 effort à l'immigration, même clandestine. On ne peut pas faire comme si ce soir je ne représentais pas 11 millions de Français. Vous ne pouvez pas, Monsieur Brun, vous avez fait 1,7% à la dernière dans la dernière élection, on n'a pas fait 1,7%. Arrêtez. Comment pouvez-vous imaginer... Je vais vous sortir les scores de Jean-Marie Le Pen il y a des années. La dernière élection, pardonnez-moi, la gauche a eu 192 sièges, vous n'en avez eu que 140. Plus de 60% des Français pensent qu'on a un problème avec... Respectez quand même le résultat des élections. Ils ont voté massivement contre vous au deuxième tour, il y a une raison quand même. Mais je ne pense pas. Est-ce que vous reconnaissez quand même que les gens n'ont pas... Allons de l'avant. Quand on voit des gouvernements de gauche, voilà, vous pourriez être, je pense, le fils, si on regarde les années de Pierre Moscovici. Oui. Est-ce que vous le voyez comme un premier ministre ? Il a l'âge de mon père, effectivement. Voilà, vous voyez. Oui. Est-ce qu'il pourrait être pour vous mener un gouvernement de gauche ? Est-ce qu'il fait partie de ces personnalités ? On peut les rappeler. Il y a Pierre Moscovici qui est cité, Bernard Cazeneuve, évidemment Olivier Faure, mais là on est dans ce qui est plus immédiatement aux affaires. En tout cas, moi, d'abord, je veux battre en brèche l'idée du gouvernement technique. Non, mais là, c'est pas technique, Pierre Moscovici. Pierre Moscovici lui-même, il dit qu'il est de gauche, et puis si son programme convient à ce que nous proposons, bien sûr, ça veut dire quoi ? Il dit qu'il est de gauche. Vous avez des doutes ? Il partage les valeurs de la gauche. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'on voulait un Premier ministre qui partage les valeurs de la gauche. Pierre Moscovici, a priori, je le crois, partage les valeurs de la gauche. Et ensuite, nous négocierons avec lui un programme de gouvernement s'il était nommé. Je tiens en tout cas à battre en brèche l'idée du gouvernement technique, parce que je dis que ça fait déjà 8 ans qu'on est en gouvernement technique.
Qui a voté pour Madame Buzyn? Personne. Qui a voté pour Madame Pénicaud? Personne. Qui a voté pour Madame Vidal? Personne. Qui a voté pour Monsieur Dupond-Moretti? Personne. Donc on a eu une succession en fait de ministres qui étaient beaucoup des technocrates, quelques-uns de la société civile. Il est temps, je crois au contraire, de mettre au gouvernement des gens qui savent ce que c'est que la vraie vie. J'aimerais vos réactions à nos éditorialistes et vous, Monsieur Méus, et vous, Natacha Polony, sur cette première hypothèse d'un gouvernement de gauche, puisqu'elle est sur la table. Alors, un gouvernement, donc Pierre Moscovici. Alors, il faut quand même dire que Pierre Moscovici est caractéristique de ces socialistes français, je pense à Pascal Lamy, je pense à Jacques Delors avant, qui ont dérégulé totalement l'Union européenne et qui nous ont amenés là où nous sommes, c'est-à-dire avec cette idée que, en fait, il fallait ouvrir les frontières, que quiconque émettait l'idée que la désindustrialisation était un problème était évidemment un réactionnaire, un ringard, parce que c'est ça ce qu'a mené Pierre Moscovici en tant que commissaire européen. Et vraiment, on voit le résultat aujourd'hui. Donc, je pense que ce serait formidable. Vraiment, excellente idée. Il n'y a que la France pour inventer la nécessité d'avoir un gouvernement de gauche dans une France qui est à droite. On verra le résultat de vos sondages, mais les sondages qui ont eu lieu... La France est à droite. Non, c'est les Français dans les sondages. Les sondages, quand vous additionnez... Et la droite n'a pas gagné. Genre, LR, votre parti mais la gauche préféré n'a pas au Figaro, gagné elle n'a que 45 députés. Enfin, vous êtes le représentant du système qui représente 45 députés. Donc le Figaro adore LR et Bruno Retailleau, c'est 45 députés. Donc ils n'ont pas voté à droite. Donc, les droites... de parler à la place des gens. Si vous voulez vous aveugler pour ne pas voir que la France est à droite, ça... Pourquoi ils ne votent pas pour la droite alors? Expliquez-moi alors. Je crois que si vous additionnez les droites dans leur ensemble, vous arrivez à plus de 40%. Alors que la gauche, les gauches, vous êtes à 24%. D'accord. Donc, vous voyez, la France... Madame Valavette, elle n'a pas envie d'être additionnée avec LR, en fait. Donc, je ne vois pas pourquoi vous faites ça. Marine Le Pen elle-même dit « je ne suis pas de droite », etc. Donc, vous êtes une sorte d'injonction. Le Figaro a décidé « les Français sont de droite ». Et quand on les interroge, ils sont pour rétablir l'ISF. C'est les sondages. Ils sont pour rétablir l'ISF, ils sont pour la retraite à 60 ans. Ils sont contre l'immigration, pour la taxe Zuckman. Ils sont pour davantage de services publics. Ils sont pour qu'on régule l'installation des médecins sur le territoire. Ils sont pour qu'on arrête les accords de libre-échange internationaux. Non, mais vous m'avez coupé. Laissez-moi reprendre ma parole. C'est formidable que les Français sont tous de droite. Et pardon, c'est battu en brèche. Mais vous, vous appuyez sur les sondages pour dire les sondages disent que les Français sont pour nous. Formidable. Ils sont pour la peine de mort, donc du coup vous rétablissez la peine de mort. Ça dépend lesquels. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont contre la peine de mort. Ah non, majoritairement. Donc si vous appliquez les sondages, puisqu'à chaque fois vous nous sortez les sondages, les Français sont majoritairement pour. À ce moment-là, vous rétablissez la peine de mort. On est loin de Badinter en 80. Le mieux, c'est de regarder ce qui s'est passé pendant les élections et de faire un gouvernement en fonction des résultats des élections et pas en fonction de l'idée que vous vous faites de l'opinion. L'erreur principale, c'est de croire que la gauche est arrivée en tête aux élections. Ce que la gauche impose dans le débat public, c'est le nouveau, c'est le Front républicain qui a gagné. Sauf que le Front républicain, c'est quoi? C'était une addition, Laure Lavalette l'a dit, de gens de Renaissance, de gens de LFI, de gens du Parti socialiste. Aujourd'hui, vous ne vous entendez plus. Vous nous dites la gauche va gouverner, vous êtes incapable de vous entendre avec LFI, vous ne les voulez même pas. On n'a pas idée la gauche qui va gouverner, en fait. J'avais la même question que Karl Meus, je me la posais. Tout à l'heure, vous avez dit il faut la gauche, mais c'est la gauche avec LFI, sans LFI, parce que s'il n'y a plus LFI, la gauche, c'est pas du tout le premier groupe à l'Assemblée. Donc on fait comment? Pardon, mais c'est une bataille de nains, parce que tous les ça oui. Qui est nain dans l'histoire? Excusez-moi, on a quand même le premier groupe à l'Assemblée nationale, c'est bien le Rassemblement national. Tout est tellement fragmenté aujourd'hui. Il n'y a plus de socle commun, qui sont très peu nombreux, en vrai, les macronistes qui restent. Ensuite, la gauche, si vous excluez LFI, ça fait 121. Vous avez une vingtaine de députés centristes de l'IOT qui sont prêts à rentrer. Donc ça fait, si on additionne avec l'IOT, ça fait 160. Alors, monsieur le député, je vous interromps tous parce qu'on aura un sondage là dans quelques minutes. Sondage très sérieux mené par Frédéric Dabi qui donne les intentions de vote en cas de législative. Donc, réservons notre attention pour ça. Pardon de vous interrompre, mais c'est dans 8 minutes. Donc, on aura des chiffres neufs et très intéressants. D'ici là, j'aimerais quand même vous tous mettre l'autre hypothèse, qui est celle d'un Lecornu 2 qui succéderait à Lecornu 1, avec un Sébastien Lecornu, bien sûr, qui vraisemblablement serait entouré de ministres renouvelés, parce qu'on imagine mal un gouvernement copié-collé. Est-ce que, pour vous, après l'intervention de M. Lecornu, par le fait que peut-être il pourrait avoir à ses côtés des gens plus à droite ou plus à gauche, c'est une hypothèse acceptable? Laure Lavalette.
Donc en fait, vous êtes en train de me vendre l'idée que M. Lecornu arriverait en 2-3 jours à nous sortir un gouvernement, ce qu'il n'est pas arrivé à faire en 26 jours quand même. Enfin, stop. Enfin, c'est une énième provocation. M. Lecornu est le premier et le dernier des macronistes. Il faut rappeler aux Français, ces gens-là ont fait 1000 milliards de dettes en 7 ans. Autant que la dette entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. En 2027, le poids de la dette sera de 107 milliards. La dette, c'est ce qui nous empêche d'emprunter à des taux corrects sur le marché, c'est ce qui nous empêche d'investir dans la recherche et le développement, c'est ce qui nous empêche de construire des hôpitaux, des porte-avions. Enfin, stop, du balai, qu'ils nous laissent les clés de la maison France. On a d'autres choix. Vous le disiez tout à l'heure, je pense que les Français, dans leur grande majorité, je veux dire, Jordan Bardella à 35%, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu dans les sondages sous la Ve République. Donc, majoritairement, les Français adhèrent. Vous avez raison de rappeler ces sondages, mais vous êtes un peu ingrate. Moi ? Regardez, Sébastien Lecornu vous fait un cadeau sur un plateau, après avoir dit, Sébastien Lecornu, Madame Borne, après avoir dit pendant des mois que vouloir revenir sur la réforme des retraites était populiste, maintenant ils sont prêts à faire ce sacrifice extrême de faire du populisme à leur tour peut-être, mais en tout cas pour apaiser, pour arrondir les choses. Et puis vous me répondez, qu'est-ce que ça change ? Ce serait une énorme changement. Je veux dire, vous voyez bien que là, ils vendraient leur mère pour pouvoir rester au gouvernement et pouvoir rester députés. Peut-être qu'ils vendraient leur mère, mais ils rejoignent un peu votre position. Vous devriez les remercier. Mais non, mais moi je suis navrée du spectacle qui est donné par Madame Borne. Souvenez-vous, c'était un totem. Si jamais on ne votait pas cette réforme des retraites, le monde s'écroulait. Elle est passée avec une violence. Elle est passée avec une violence inouïe. C'est peut-être cynique, mais ça rejoint votre position. Vous devriez la saluer. Non mais moi, au secours, donnez-nous les clés, envoyez Jordan Bardella à Matignon et je vous assure que très rapidement le sort des Français va changer parce qu'en fait, je voudrais que les Français comprennent. Un budget, c'est la traduction comptable de choix politiques et ces choix politiques, ils sont nécessairement différents et heureusement parce que nous ne sommes pas de la même famille et c'est ça qui est beau parce qu'encore une fois, je suis une amoureuse de la démocratie, mais voilà, est-ce que vous voulez plus ou moins d'immigration, plus ou moins d'impôts, plus de services publics, moins de services publics? Enfin, ce sont des questions, donnez-les aux Français qu'ils y répondent, qui tranchent avec une majorité tout à fait claire. Hypothèse Lecornu. Non, c'est une très mauvaise idée. Non, en raison d'ailleurs de ses qualités propres. Je ne vais pas d'ailleurs taper sur lui, je trouve qu'il a fait son devoir dans la période et des gens qui font leur devoir. Soldat. Non, mais c'est suffisamment rare. Aujourd'hui, des hommes de devoir, on n'en a plus beaucoup. Donc c'est quelqu'un qui a fait son devoir. Il a eu raison de démissionner. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ce président lui ait demandé. Il a eu raison de le faire à la suite de l'imbroglio avec LR. Il a eu raison aussi de continuer sa mission et d'essayer de trouver des discussions et de les lancer. Et je trouve qu'il a été digne et donc il faut ici le saluer. Mais il n'est pas l'homme de la situation, malgré ses qualités. Bien parce que, je vous le répète, il faut. Pourquoi sa mission a échoué ? Pourquoi il n'a pas réussi à être Premier ministre plus de quelques heures ? Eh bien parce que on voit au travers, c'est le président de la République, c'est le bras armé du président de la République. Et donc il ne. Malheureusement, entre guillemets, pour lui. Pardon de vous interrompre, mais les principes sont une chose. Parfois, on s'assoit sur les principes. Vous savez comme moi. Si demain, il va au Parti socialiste en disant, allez, moi, je vous donne Bercy, je vous donne 1, 2, 3, 4 grands ministères, vous ne serez pas tenté ? Non, non, mais tenter sur le fond, pas seulement tenter pour des Marocains, mais pour peser sur la politique. Un gouvernement macroniste. Non, vous l'avez fait élire, c'est mieux. Non, moi j'ai refusé 2 fois d'être ministre à l'époque. Quel ministère vous avez refusé ? Tout ça a été sorti à l'époque. Je vais pas. Quel ministère vous avez refusé ? Attention, plus de dire ça, je retire ce que j'ai dit. Mais je veux dire, Quel ministère ? Non, j'ai pas compris. Vous avez dit quoi ? J'ai pas entendu. Et à chaque fois, ils essaient de débaucher des gens, et on a toujours dit non. Tout le monde est toujours approché. Quand Barnier a été nommé, il essayait d'approcher des socialistes. Ensuite, même chose avec François Bayrou. On a toujours dit non. Le Cornu a dit qu'il ne faisait pas de débauchage normalement. Donc c'est pas ça la question en vérité. La question c'est d'essayer de se mettre d'accord pour avoir un budget. Ensuite, on a d'autres élections, les élections municipales qui sont très importantes, 36 000 communes en France. Et puis ensuite, il faut qu'on prépare sérieusement la présidentielle. Et l'intérêt du pays, c'est qu'on prépare sérieusement l'élection présidentielle. On a besoin d'avoir des candidats qui soient bien préparés. Si c'est Lecornu 2, s'il est de nouveau nommé, parce que vous ne voulez pas, vous le censurez. Je pense que c'est une très mauvaise idée, parce qu'il sera censuré par beaucoup de monde, je ne sais pas, pour le Parti Socialiste. S'il n'y a pas le Parti Socialiste, votre avis à vous ? En tout cas, je pense que c'est une très mauvaise idée. Votre avis à vous ? Vous le censurez ou pas ? Moi, je dis que c'est une mauvaise idée. Après, non, mais vous êtes député, vous avez un avis, Monsieur Brun. Écoutez, moi, je ne dégaine pas des censures comme ça sur les plateaux de télé. On verra bien, on discutera du fond. Donc, si le Parti Socialiste ne censure pas, le gouvernement Lecornu 2 peut continuer à vivre. Je n'ai toujours pas compris une chose. Dans l'état actuel de l'arithmétique à l'Assemblée, il faut à un moment donné une majorité. Cette majorité a besoin d'aller jusqu'aux socialistes et d'aller jusqu'au LR. On a vu depuis
1 an que les lignes rouges des uns empêchaient les autres d'adhérer et que donc ça ratait. En quoi est-ce que vous espérez que là, ça va se passer mieux? C'est ça, je ne comprends pas. Et quand vous nous dites on va faire un gouvernement de gauche, mais les lignes rouges, elles seront les mêmes, l'arithmétique est la même. Les insoumis vous torpilleront parce qu'ils ont intérêt à accélérer le calendrier électoral. Donc vous avez besoin des macronistes, vous avez même sans doute besoin des LR. Or, vous n'en voulez pas et eux ne veulent pas de vous. On fait quoi? Alors comment on a fait au mois de janvier? Je rappelle qu'on a adopté un budget. On l'a permis grâce à la discussion et le dialogue entre les différentes forces politiques. On a obtenu. Vous avez fait des concessions. On a fait des concessions. Non, toujours. Tout en nous expliquant que vous ne voulez pas de dissolution. On propose toujours des concessions. Enfin, excusez-moi, entre le contre-budget du Parti socialiste et ce qu'a annoncé hier Sébastien Lecornu, il y a quand même une vraie différence. Et comment dire, avec François Bayrou, on avait obtenu une hausse de la taxe sur les transactions financières. On avait obtenu une hausse de 1 milliard des crédits pour l'hôpital. On avait obtenu la fin de la désindexation des retraites, la fin des franchises médicales et des déremboursements de médicaments. Bref, on avait obtenu ça et en échange, on n'avait pas. Non, là, c'est autre chose. C'est un nouveau projet de budget. Et il a décidé de se saborder avec un vote de confiance. Mais en janvier, le budget aujourd'hui de la France, il a pu être adopté grâce à la discussion. Donc pourquoi ça serait pas possible dans l'autre sens? Je crois que c'est possible. Philippe Brun, c'est l'intérêt du pays. Merci beaucoup. J'ai toujours pas compris quel ministère vous avez proposé à l'époque. Vous tapez sur Google, c'est écrit. Bon, on va tout taper sur Google. Merci beaucoup, monsieur le député. Dans quelques instants, ce sera un moment très intéressant. Frédéric Dabi va nous rejoindre, s'il vous plaît, puisqu'on va découvrir ce sondage IFOP fiducial qui va permettre d'avoir une photographie de la France politique telle qu'elle est. Et ça va nourrir notre discussion, parce que quel Premier ministre pour la France, si possible, il doit quand même refléter un peu ce qu'est la France d'aujourd'hui. C'est un indice aussi sur ce qu'est la France demain. Le grand maître de l'économie, Pascal Perry, nous rejoint. Bonsoir. Et aussi Prisca Thévenot. Bonsoir Prisca Thévenot. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous représentez la majorité présidentielle, qui n'est plus tout à fait une majorité, mais qui est toujours, et qui n'est plus très unie en termes présidentiels non plus. Mais enfin, elle est unie. Je suis macroniste, il n'y a pas de... Ah oui, vous oui, mais à côté, ça tangue un petit peu. Tendance Macron, tendance... Rassurez-vous, je suis tout à fait à l'aise chez moi. Je n'ai pas à choisir, je suis les deux. Alors, on verra ça. Vous allez un peu vite dans la discussion. Frédéric Dabi, merci beaucoup d'être là. Bonsoir. C'est un sondage que vous avez organisé, extrêmement intéressant, notamment sur ce que serait une union des droites. Mais d'abord, l'état des forces de la France ce soir. Oui, le rapport de force électorale en cas d'élection législative anticipée, souhaité par 2 tiers des Français. Effectivement, 3 enseignements. Le Rassemblement national arrive très nettement en tête avec ses différents alliés, 35 à 36% selon les hypothèses. Ça fait un score particulièrement important, en progression par rapport au premier tour des élections législatives. Et le bloc RN, Éric Ciotti, Reconquête, atteint, selon les hypothèses, entre 39 et 40%. Ce n'est jamais arrivé dans une étude préélectorale et c'est 3 points au-dessus, ce qu'on avait constaté le 30 juin 2024. Un RN attrape tout, parce qu'on l'a déjà dit ici, la force du RN, c'est d'apparaître comme une alternative pour beaucoup de ces électeurs pour mettre fin à la crise. J'aimerais votre première réaction là-dessus, parce que c'est un premier coup de théâtre, effectivement, beaucoup le conjecturaient, mais ça c'est plus qu'une conjecture, c'est un travail, et notamment même Marine Le Pen qui était sur ce plateau saluait, c'était il y a 15 jours, la qualité souvent de vos travaux. On voit ici la progression du RN, qui effectivement est très marquée. Je ne sais pas qui veut réagir d'abord, Natacha Polony. Ça ne semble guère étonnant dans le contexte actuel. C'est-à-dire qu'il y a une colère et une indignation chez les Français, et on sait qu'en général, la colère et l'indignation portent les votes vers ceux qui n'ont jamais exercé le pouvoir jusqu'à présent. C'est la logique. Donc ils sont les récipiendaires de l'espèce de gabegie à laquelle nous assistons et qui, globalement, fait honte à beaucoup de citoyens français. En 2 mots, il me semble que les préoccupations centrales des Français, c'est dans l'ordre aujourd'hui le pouvoir d'achat, la question de leurs revenus, c'est la question de l'insécurité et la question de l'immigration. Le Rassemblement national a une offre, une proposition de valeur claire sur ce sujet, à la différence de tous les autres, et il apparaît comme vierge en termes d'exercice du pouvoir. Donc il est assez naturel. Quand vous prenez les Français, globalement, l'opinion, elle est quand même très à droite aujourd'hui dans ce pays sur ces questions-là. C'est pas ce que pense Philippe Brun. Je m'en suis pris. Vous avez un allié dans la personne de Carluche. Je me suis échappé un court instant, je peux écouter Philippe Brun, mais bon, on pourra en discuter. Non, ça me paraît à peu près évident. Le contester est toujours possible. Deuxième résultat du sondage, Frédéric Dabi. Deuxième enseignement, c'est l'état du bloc central, qui est clairement la force politique sanctionnée par les électeurs aujourd'hui s'il y avait des élections législatives. 13% pour des candidats Renaissance, Modem, Horizon, UDI, c'est 8 à 9 points de moins
que ce qu'avait obtenu le Bloc central, qui avait fait un score honorable le 30 juin 2024 aux dernières élections. En une seule année, une glissade pareille. C'est une glissade que l'on voit, qu'on a vu aussi dans les enquêtes préélectorales présidentielles, celle dont on a parlé Darius il n'y a pas très longtemps, où le fait majeur, c'est une difficulté maintenant très lourde du Bloc central à faire revenir sur son nom, sur ses candidats, le vote Macron 2022 de la présidentielle. Alors, réaction là-dessus des politiques. Sur deux, Emmanuel Macron choisit un candidat du Bloc central. Réaction là-dessus des deux politiques, puisque vous êtes directement concernés, et Laure Lavalette, et vous d'abord, Prisca Thévenot. Prisca Thévenot. Le sondage ne me choque pas, malheureusement, je vais le dire assez simplement. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on constate maintenant depuis quelques semaines. Et c'est aussi le résultat de l'année qui vient de se dérouler. Quand on dit que les Français nous disent qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe depuis un an, quand on ne prend pas réellement acte pleinement de la décision qui est issue des urnes de la dernière dissolution, à savoir, nous n'avons plus de majorité, le fait majoritaire n'existe plus à l'Assemblée nationale, et pourtant on donne le sentiment aux Français qu'on ne sait pas ou qu'on ne veut pas partager le pouvoir. Et donc on retrouve cela effectivement sur une photographie. Maintenant, ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est qu'un sondage, c'est une photographie, et que si demain on doit retourner aux urnes, on ne doit pas avoir peur, et là je suis assez d'accord, on ne doit pas avoir peur de devoir retourner aux urnes, à savoir encore pourquoi faire et pour défendre quoi. Il y a des dynamiques de campagne qui se mettent en place, et on l'a vu l'année dernière, on arrive aussi à faire mobiliser, à faire bouger les dynamiques de campagne. Et on précise évidemment toutes les prudences d'usage. C'est un sondage sans nom, c'est un sondage de rapport de force pure, et puis aussi on ne sait pas s'il y aurait un front anti-RN ou pas, etc. Mais enfin, l'état des forces est quand même là. Je pense que la morale de cette histoire, si je puis dire, c'est qu'on ne peut pas diriger contre son propre peuple. Et souvenez-vous, on a eu une grosse séquence électorale l'année dernière. Les européennes où Jordan Bardella arrive très en tête, ça n'était jamais arrivé en 30 ans aussi haut avec autant de participation. Enfin, je pense que M. Dabi peut confirmer. Au premier tour des élections législatives. Simone Veil en 84 et 89. J'étais pas née. C'est une autre époque. C'est pas vrai, j'étais née. Donc un score faramineux aux élections européennes, un score faramineux au premier tour des élections législatives, et il y a eu, je pense, le péché originel de la crise que nous vivons maintenant, ce sont ces alliances qui sont, je pense, contre nature, parce que je pense, Madame Prisca Thévenot, que voilà, vous n'avez pas forcément grand-chose non plus à voir avec les gens avec qui vous vous êtes alliés pour pouvoir avoir ce nombre de postes, et je pense que c'est ça qui fait que les Français ont perdu confiance aussi dans ce bloc central. J'aimerais... Et voient en nous les gens qui ont beaucoup perdu sur leurs idées, et maintenant, n'ayant pas varié, sont majoritaires dans le pays. Votre réaction à ce que disait Carl Olive de votre camp, Prisca Thévenot, qui disait, avec cette histoire de front républicain, je le cite, on a pris les Français pour des cons. Bien sûr. Il disait, qui pense ça sur ce plateau ? Là. Bien sûr, moi j'en suis persuadée. On a menti aux Français. Ça n'a pas fait, ce que je disais tout à l'heure, ça n'a pas fait une politique d'être simplement contre Jordan Bardella. Je vais du coup répondre parce que la question m'est posée. Oui. Je vais répondre parce que la question m'est posée. Je pense qu'on est en train aussi un peu de refaire l'histoire de la dernière législative. Excusez-moi, oui, effectivement, il y avait une grosse poussée Rassemblement national, les sondages le montraient, il y avait aussi une dynamique qui le montrait, mais le premier défaut de cette campagne pour vous, le Rassemblement national, ça a été le Jordan Bardella, qui, voyant potentiellement Matignon arriver, a commencé à bégayer. Mais le premier qui a commencé à avoir peur, c'est lui. Dans quel monde, Prisca Thévenot, ceci est arrivé ? Non, mais souvenez-vous, c'est pas drôle, moi je rigolerai pas beaucoup, mais c'est pas drôle. Mais regardez, sur la réforme des retraites, dont on parle encore en permanence aujourd'hui, que vous êtes en train de suspendre, hein ? Non, moi non. Mais je le dis assez simplement. Mais c'est clair. Jordan Bardella, non, moi je vous le dis assez simplement. Je suis assez cohérente et constante. Mais Jordan Bardella, sur un certain nombre de plateaux télé, voyant Matignon arriver, disait alors la réforme des retraites, pas si sûr que ça, je sais pas. L'Europe, pas si sûr que ça, je sais pas. Ben oui, parce que face à l'arrivée des responsabilités, d'un seul coup, on se rend compte que son programme politique ne tient pas. Et économiquement, vous vous rapprochiez bien plus effectivement du programme économique de la NFP, de ce que vous vouliez bien dire. Donc moi je le dis aussi, vous avez eu un certain nombre de maladresses sur le fond et de maladresses aussi au regard de ce que nous sommes la France. Souvenez-vous de cette grande cacophonie sur les binationaux portés par Monsieur Chenu. Madame Thévenot, vous, votre comment dire... J'espère que vous êtes prêts maintenant. Je comprends que ça soit difficile de porter le budget d'Emmanuel Macron pendant 7 ans. 1 000 milliards de dettes, c'est absolument colossal. On a 1,3 milliard de prélèvements obligatoires, c'est colossal, c'est 43% de notre PIB. On est au-dessus de la moyenne européenne et malgré tout, nos services publics sont absolument, au bout de 7 ans de macronisme, 1300 milliards. Oui, 1300 milliards, pardon. Juste pour que les gens n'aient pas l'impression qu'on ne doit qu'1 milliard. Oui,
non, 1300 milliards de prélèvements obligatoires, ce qui est absolument colossal. Et malgré tout, au bout de 7 ans de chez vous, on est moins en sécurité, on a moins de pouvoir d'achat, il y a plus d'immigration. Oui, mais c'est exactement. Il ne connaît pas votre programme. Madame Thévenot, c'est exactement ce dont les Français ne peuvent plus. 500 000 immigrés légaux qui rentrent par an, les Français n'en veulent plus. Vous savez, il y a un consensus, par exemple, 70% des Français, 70% des Français sont d'accord unanimement pour dire, éventuellement, je peux peut-être terminer une phrase, Madame Thévenot. Je comprends que vous soyez gênée, mais quand même, sont d'accord pour réserver les logements prioritairement aux Français. Enfin, je veux dire 70%. Ça veut dire que c'est quand même une idée qui est transpartisane dans notre hémicycle. Mais pourquoi ne vous en saisissez-vous pas pour essayer justement... Il n'y a pas d'assemblée en ce moment. Enfin, je veux dire... Non, d'accord. Okay. Ah oui, c'est très drôle. Vous aviez un an. Vous en avez un an, je pense, pour vous en saisir. Mais vous ne voulez pas voir l'éléphant de l'immigration. Répondez brièvement et on va avancer. C'est une question hyper importante, Madame Laure Lavette, que vous êtes en train de dire. Vous dites, il y a ceci, il y a cela, etc. Et ça fait un an que vous en saisissez pas, etc. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière année? Vous avez passé minutieusement tout votre temps à regarder la France insoumise, à leur tendre la main pour faire tomber chacun des gouvernements. Personne ne vous prend en regardant cette émission, Madame Laure Lavalette, on ne siège pas, vous le savez très bien, on est toutes les deux parlementaires. Et donc on ne peut pas travailler sur tous les sujets. Ça fait 3 ans que je siège avec vous quand même, Madame Thévenot. Et vous le savez très bien, oui, mais avant d'arriver à vous êtes saisie de l'immigration avant, dans les 3 dernières années, j'ai pas souvenir. Oui, sans vous, et malgré vous d'ailleurs. Non mais au secours, on ne peut pas dire n'importe quoi, Madame. On a perdu une année au service des Français à vous regarder. Alors, mesdames, s'il vous plaît, Madame Thévenot et Madame Lavalette, on va dans un instant découvrir ce sondage qui est très intéressant sur ce que vous soutenez, je crois, Karl Meus, c'est-à-dire l'union des droites, c'est-à-dire, je sais qu'il y a plusieurs lignes au Figaro, mais entre Philippe Brun qui dit attendez, s'il vous plaît. Avant ça, j'aimerais juste finir sur la formule de Carl Olive, évidemment, qui a créé une surprise sur ce plateau quand il disait, Carl Olive, quand même, quelqu'un de votre camp, qui disait le front républicain, le barrage anti-RN, ça a été prendre les Français pour des cons. Mais il a raison, c'est très insincère. Non mais c'est marier, c'est associer des gens qui ont des idées totalement inverses sur des sujets absolument fondamentaux. Et pardonnez-moi, ça conduit au résultat de Frédéric Dabi ce soir, ce sondage Ipsos fiducial, ça conduit à 36% de gens à un bloc. Pardon, il faut fiducial. Je crois que c'est la concurrence. Pardon, il faut fiducial. C'est les Ho Chi Minh et les Ouara. Faut pas se tromper. Je dois le répéter combien de fois pour me faire pardonner. C'est bon pour vous. Allez-y. Ça conduit au résultat que nous donne Frédéric Dabi ce soir, qui est un résultat avec un bloc très à droite, qui est finalement homogène sur le plan idéologique et qui représente ce courant. Le Front républicain, combien de cocus en France ? Ça fait combien de cocus ? Vous avez fait voter des gens. On a eu la variante pour des candidats républicains ou des candidats macronistes et l'inverse aussi. Est-ce que vous pensez que c'était durable ? Franchement, la réponse c'est non. C'est surtout que c'est à géométrie variable, c'est-à-dire qu'on accepte de voter ou de faire élire des insoumis quand on en a besoin, puis après ils ne sont plus dans l'arc républicain. C'est surtout ça qui est choquant. Mais pour autant, il ne faut pas négliger une chose, c'est quand même qu'il y a eu 2 tiers de Français qui ne voulaient pas que le Rassemblement national soit élu. Et ceux-là, ils existent aussi, même s'ils ont des idées divergentes. Le problème, en revanche, ce que vous disiez, Prisca Thévenot, et qui pose problème, vous dites... Jordan Bardella bégayait, etc. Mais c'est pas qu'il bégayait, pas du tout. C'est juste qu'il changeait de programme. Parce que tout le drame, et ça rejoint ce que vient de dire Pascal Perry, c'est que tout le drame du Rassemblement national, c'est qu'il a 2 programmes en même temps sur les questions économiques et qu'il est en train d'évoluer pour aller vers l'union des droites, pour la rendre possible. Alors, s'il vous plaît, une évolution un peu libérale ne vous ferait pas de mal. Il n'y a qu'un seul programme économique. Marine Le Pen et Jordan Bardella, je vous le dis, ont le même programme économique. On veut faire rendre nos entreprises compétitives. Je vais vous expliquer comment, si vous voulez qu'on va faire beaucoup d'économies. Non, c'est 100 milliards d'économies qu'on va faire en 5 ans. C'est pas 100 milliards de dépenses du tout, c'est 100 milliards d'économies que nous voulons faire. Et Pascal Perron, on poursuivra cette discussion une fois, mais restons à ce qu'on vient de parler, ce dont on vient de parler, c'est-à-dire plafond de verre ou non pour le RN. Est-ce qu'il y aura de nouveau un barrage anti-RN ? Est-ce que surtout entre la droite classique et la droite nationaliste, il y a eu un cordon qui ne va plus exister ? Voilà, ça c'est l'autre partie du sondage qui est très riche en enseignements. Oui, c'est une question supplémentaire qu'on a posée sur que doivent faire en cas d'élection législative, que doivent faire les républicains. Et on voit qu'on n'a que 29% des sympathisants républicains, c'est une minorité, qui souhaitent voir les républicains présenter des candidatures partout.
On a 41% qui disent les Républicains doivent s'allier avec Reconquête et les candidats du Rassemblement national. Ça monte à 63% chez les électeurs RN et 20% du côté du bloc macroniste. Cette question résume la difficulté existentielle de LR depuis 2019, depuis la campagne des élections européennes. Pardon, Frédéric Gabi, regarde du côté de Macron et d'autres du côté de Le Pen. Soyons plus explicites. C'est-à-dire, quand on demande aux électeurs LR, est-ce que vous êtes prêts à faire alliance avec le RN, 41% dit oui, c'est ça. Tout à fait. Et 20% choisissent des candidats du bloc central. Et les autres ? Et les autres sont pour des candidatures autonomes LR. Comme je vous le disais, c'est ça qui existe, c'est ça qui explique les scores très faibles des LR dans beaucoup Rappelons bien, parce que là on est au cœur si ça évolue, c'est extrêmement important pour la vie publique française. Vous nous dites que quand on demande aux LR, sur 10 LR, est-ce que vous êtes prêt à vous allier avec le RN, 4 sur 10 disent oui. Oui, tout à fait. Présenter des candidatures communes dans chaque circonscription avec Reconquête, les UDR d'Éric Ciotti et les candidats du Rassemblement. Et alors la même question en sens inverse aux électeurs RN, 6 sur 10 disent oui, on est prêt à pactiser avec les LR. Tout à fait. C'est un choc pour vous, non ? En tout cas, c'est un cap. Ben, ça montre, on comprend mieux pourquoi Sébastien Lecornu dit qu'il y a une majorité absolue au Parlement pour qu'il n'y ait pas de dissolution. Parce que pour les LR... Ils ont peur de ça. Ah ben ils ont peur de ça. C'est évidemment, ça veut dire que c'est l'explosion de LR. Parce que 40%, c'est beaucoup, mais c'est pas la majorité non plus. Et donc, vous avez ce tiraillement, et puis il faudrait affiner circonscription par circonscription, parce que vous avez des endroits, ce chiffre doit être beaucoup plus élevé. Et dans le sud, notamment, dans le sud de la France. Dans le sud, ou enfin, vu la progression du RN, peut-être dans d'autres endroits. Par exemple. Le problème, c'est ça, c'est que les députés qui vont vouloir survivre à une dissolution n'auront peut-être pas d'autre choix que de s'allier, de demander la mansuétude du Rassemblement national. Après, il y a d'autres endroits où, quand le RN est moins fort, on ne le fait pas. Mais donc, on va vers une explosion des LR, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas du tout envie, eux aussi, de la dissolution. Sachant, Karl, qu'une majorité de députés LR élus le 7 juillet ont été face au Rassemblement national. Donc ça changerait la donne dans des zones de force de LR et du Rassemblement national. Est-ce qu'en clair, le tabou de l'union des droites est en train de sauter, en tout cas pour une partie de la droite française ? Alors, si on raisonne juste en chiffres comme ça, on se dit évidemment il faut faire l'union des droites. Comme l'a dit Frédéric Dabi, il y a une majorité pour les droites. Après, quand on regarde le programme, il ne peut pas y avoir d'union des droites. La droite de Bruno Retailleau l'a encore dit, s'il y a suspension ou abrogation de la réforme de retraite, on n'y est pas. Donc, mais faites des principes. Regardez en Italie, M. Salvini et Mme Meloni, il y a d'énormes différences. Ils sont alliés. Ça, c'est les intérêts politiques. Ça. Oui, mais ne faites pas trop de principes. C'est mauvais pour la santé. Bruno Retailleau le dit. Il y a encore des valeurs. Et il y a des gens qui ont des valeurs à droite. Vous voyez bien que le Rassemblement national évolue et justement cherche à tout prix à s'approcher parce qu'il aspire à exercer le pouvoir et que donc les vieux principes, le vieux discours sur le dépassement de la gauche et de la droite, etc., est en train de disparaître parce qu'ils voient bien qu'ailleurs, dans les autres pays, ça marche et donc ils se disent que c'est la seule façon d'accéder efficacement au pouvoir. Laurent Lavalette, vous êtes directement concerné parce que peut-être que le résultat le plus frappant de ce sondage, c'est quand même que 63% des gens du RN seraient prêts en réalité, contrairement à ce que dit Mme Le Pen. Je rappelle que dans l'objectif 2027, Mme Le Pen était très réservée là-dessus, alors que là, ces électeurs, visiblement, vos électeurs, seraient assez prêts maintenant à une forme d'union plus avancée. Parce qu'on pense, j'allais dire que c'est presque petit bras, une union des droites, dont on a besoin de rassembler sur l'entièreté de l'échiquier politique. Vous voulez tout manger, ça c'est autre chose, ça on peut vous comprendre. Souverainistes de tout échiquier, venez chez nous. Mais je vais vous dire, moi, sur ma circonscription, je suis la première à avoir eu un suppléant LR avant même que l'UDR soit créée. Donc, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Mais je vais vous dire, moi, je m'honore, d'ailleurs, pour le coup, d'être la seule sur ce plateau à avoir systématiquement voté les amendements quand ils amélioraient le quotidien des Français, d'où qu'ils viennent. J'ai voté des amendements du Nouveau Front Populaire, de Madame Thévenot, de LR, de Lyotte, parce que si le ciel est bleu, le ciel est bleu. Que ça soit n'importe quel de mes adversaires politiques qui le dit, je pense qu'il ne faut pas être sectaire, il ne faut pas être dogmatique. Donc effectivement, cette union très large, elle est nécessaire et je pense encore une fois, il faut poser des choix très simples. Madame, je peux vous poser une question à beaucoup plus long terme. Est-ce que vous imaginez un jour, vous, si vous étiez ministre d'un gouvernement, est-ce que vous imaginez siéger des RN et des LR dans une même équipe gouvernementale comme en d'autres temps? Il y a eu des ministres socialistes et des communistes dans un même gouvernement. Ah, regardez, vous me dites ça, maintenant on a des alliés qui étaient LR il y a encore très peu de temps et ils ont été touchés par la grâce, ils se sont dit que ce cordon sanitaire était idiot. Éric Ciotti a eu le courage de venir jusqu'à nous. Éric Ciotti, c'est un LR tout frais. Enfin, je veux dire, il a été bien plus LR que QDR. Donc on n'a aucune difficulté évidemment à faire ça. Encore une fois, ce qui compte, c'est les grands choix.
Voilà, je vous le disais tout à l'heure. Est-ce que vous voulez plus d'immigration, moins d'immigration, plus de sécurité, moins de sécurité, plus d'impôts, moins d'impôts? C'est des choix simples qu'il faut poser aux Français. Il est temps, justement, je pense, d'en revenir au peuple. En tout cas, on voit bien que de jouer contre son camp, de jouer contre le peuple, eh ben, ça donne une cartographie très différente. Merci beaucoup, Madame la députée, d'avoir été avec nous. Merci Laure Lavalette. Diversité des réactions ce soir. C'est Sandrine Rousseau qui va vous remplacer. Je vous en prie, Madame Rousseau, rejoignez-nous, Madame la députée. Merci beaucoup. Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Bonsoir, bienvenue. On va avancer puisque ce sondage est une chose. On peut peut-être d'ailleurs en dire un mot. Bonsoir, Sandrine Rousseau. Bonsoir. Vous voulez peut-être juste un mot sur l'état des gauches et des écologistes là-dessus? Oui, on a fait plusieurs hypothèses, dont une hypothèse d'union de la gauche plurielle pour reprendre une ancienne appellation, versus la France insoumise, et très clairement, avantage pour les candidats PS, PC, écologistes et place publique, 19% contre 8 seulement pour la France insoumise, c'est-à-dire à un point près de score des insoumis aux élections européennes. Ce qui est très intéressant, c'est comment se comportent les électeurs du NFP, de la gauche unie de 2024. 60% choisiraient le candidat de l'union de la gauche et seulement 26% le candidat de la France insoumise. Ça bouge aussi du côté des configurations à gauche. Sur cette base, puisqu'on en parlait à l'instant, le front anti-RN, est-ce que vous pourriez l'une et l'autre, Madame Thévenot, Madame Rousseau, le renouveler, si c'était le cas maintenant, si demain il fallait voter? Sans aucun doute. Et vous, Madame Thévenot? Qu'est-ce que veut dire le front anti-RN? Enfin, moi, je veux dire, je suis assez... C'est ce qui a marché il y a un an. Oui, mais encore une fois, moi, je suis contre le Rassemblement national et contre la France insoumise. Et je le dis assez simplement. Et ça vous fait sourire, mais c'est une réalité. Et d'ailleurs, ça aurait été un peu bipolaire de ma part, parce que je suis contre la LFI au second tour sur ma propre circonscription. Donc, Quelle conclusion vous en tirez? Je tire la conclusion que, de toute façon, le camp macroniste n'ayant jamais voulu faire le moindre geste vers la gauche, ça n'a rien de surprenant, puisqu'en fait, l'essentiel des clins d'œil et des mains tendues ont été du côté droit de l'hémicycle. Donc, je veux dire, il n'y a pas de surprise, mais pour autant, un peuple de gauche existe, et je pense même qu'il est beaucoup plus nombreux que ce que les sondages, et quand bien même la qualité des sondages n'est pas du tout remise en cause là par moi, mais il y a un peuple de gauche qui ne demande qu'à s'exprimer. Qu'est-ce qui lui manque pour s'exprimer? Peut-être les divisions, peut-être la fragmentation, le flou, le brouillard de la situation. Alors, je vais vous répondre, mais avant, je ne veux pas oublier une chose. Et donc, je fais une aparté pour dire que Mélissa Camara, actuellement, est retenue par Israël dans des prisons parce qu'elle était sur une flottille, qu'elle a refusé de signer un papier pour dire qu'elle était rentrée illégalement à Israël. Il faut absolument que la France se mobilise pour la libérer. C'est la dernière la dernière députée qui est aujourd'hui retenue. Et je voudrais vraiment lancer un appel fort au ministre des Affaires étrangères, s'il y en a encore un, et au président de la République pour qu'il fasse preuve de diplomatie pour la libérer. Et on parlera de Gaza un peu plus tard dans l'émission là-dessus. Mais Madame, oui ou non, est-ce qu'aujourd'hui un gouvernement de gauche est possible et est-ce que vous le soutiendriez ou en tout cas est-ce que vous le laisseriez exister? Je rappelle les hypothèses qui sont sur la table et notamment cette interview que Pierre Moscovici vient de donner aux Parisiens. Je vous la livre telle qu'elle est. Pierre Moscovici qui répond aux Parisiens à la question est-ce qu'un gouvernement technique, mais technique avec lui, donc ce serait technique de gauche, quoi. C'est possible. Je ne sais pas si on peut afficher. Attendez, laissez-moi finir ma question. Quand j'ai cité le nom de Moscovici, vous dites c'est un homme de gauche. Non, c'est d'abord un homme compétent. J'ai eu tort de me moquer. Je regrette déjà de m'être moqué parce que je lis le Parisien d'aujourd'hui. Voilà, regardez. On pose la question à Pierre Moscovici et il répond un gouvernement purement technique, ça n'existe pas. Un gouvernement est forcément politique. Et la question suivante est intéressante, puisque ça, on lui pose la question directement à lui, je ne sais pas si on peut l'afficher. Il peut être dirigé une personnalité dotée d'une expertise particulière et détachée des partis politiques. Question suivante, le journaliste, notre confrère, lui demande « Irez-vous à Matignon ?» Réponse, la question ne m'a jamais été posée. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y aurait un accord de... sujet. Le sujet, il est là, en fait. Est-ce qu'un accord de non-censure est possible, Sandrine Rousseau? C'est-à-dire demain, s'il y avait un gouvernement de gauche, avec des mesures de gauche, avec que des gens de gauche, est-ce que vous dites, allez, on vous donne votre chance? Et cette hypothèse n'existe pas. Moi, je veux bien qu'on fasse de la politique fiction. Cette hypothèse n'existe pas. On avait eu le drame Cazeneuve la dernière fois. Il n'avait jamais été appelé, il l'a reconnu lui-même. La Moscovici, il n'a jamais été appelé, il le dit lui-même. Moi, je veux bien qu'on fasse de la politique fiction comme ça, mais de fait, non, mais c'est un sujet politique, en fait, qu'aucune personnalité de gauche n'ait jamais été appelée. Et ça dit quelque chose.
Ils sont prêts. Olivier Faure est prêt. Vous savez bien, il l'a dit, il a répété. Il est prêt, très bien. Et il attend rue de Varennes, il est au café d'en face. Si les personnes sont prêtes, eh bien qu'elles se préparent encore un peu, je pense, parce qu'il y aura un petit peu de temps avant qu'un Premier ministre de gauche soit nommé. Pour Bernard Cazeneuve, les socialistes avaient annoncé à l'avance qu'ils censureraient, ça n'a peut-être pas aidé à ce qu'il soit appelé. Mais il n'a même pas été appelé. Non, mais puisque les socialistes avaient d'emblée dit qu'ils censureraient, alors j'ai pas savoir qu'ils n'en voulaient pas. C'était pas tous les socialistes, mais peu importe. Enfin, mais là, en tous les cas, Moscovici, on n'a rien dit, personne n'a rien dit sur lui, donc on peut pas dire que c'est ça le sujet. Et pour autant, il n'a pas du tout été appelé. En réalité, est-ce que tout ça, on entend beaucoup de commentateurs, les gens informés sont pas forcément ceux qui parlent et vice versa, mais enfin, quand beaucoup de gens disent en réalité, le président de la République est surtout attaché à Sébastien Lecornu, il a confiance en lui, et en réalité, c'est certainement l'hypothèse numéro 1 qu'il a en tête. Oui, complètement. C'est la sécurité pour Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu. Ce qu'il redoute le plus dans l'hypothèse de nommer quelqu'un de gauche, c'est que dans la minute où la personne va à Matignon, il peut prendre des décrets. Oui. Et donc des décrets qui concernent par exemple les retraites. Bon, et avant même d'être renversé. Et ces décrets ça pourrait s'appliquer. Donc ça, il n'en veut pas. Donc peut-être il cherche des garanties auprès de personnalités de gauche. Mais là, le confort, et on sait qu'Emmanuel Macron veut rester dans cette situation de confort, c'est Sébastien Lecornu. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit une situation de confort. Je n'utiliserai quand même pas totalement ce terme. Mais là où vous avez absolument raison. Pour la France. Là, vous avez absolument raison, et permettez que je reformule ce que vous dites, c'est qu'Emmanuel Macron est absolument incapable d'imaginer qu'une autre politique que la sienne soit menée. Voilà. Et on est dans cette situation de blocage en raison de ce principe. Et tant qu'on ne sortira pas de ce principe, nous resterons dans le blocage. Prisca Thévenot, quand on entend tant de gens dire on va imposer à Emmanuel Macron une cohabitation, c'est le discours notamment des socialistes, mais pas seulement, et des LR. Mais c'est là que je ne comprends pas, c'est que je veux bien entendre que le NFP est une force politique extrêmement importante à l'Assemblée nationale, c'est mathématique. Mais une fois qu'on a passé le cap des élections législatives de l'année dernière, le NFP a sombré de lui-même. Souvenez-vous l'été dernier, excusez-moi de dire ça comme ça, mais dès qu'un candidat a été proposé, que ce soit à gauche ou LFI ou le PS, machin, il était tué dans l'œuf par la même NFP en fait. Et on le voit aussi dans l'hémicycle. Vous avez... En fait, c'est une coalition électorale, mais qui n'a de socle idéologique que la LFI, que le PS est en train d'essayer de laquelle il est en train d'essayer de sortir le... Si ça vous fait plaisir de croire ça, croyez ça. Je ne crois pas, je l'ai vu dans l'hémicycle pendant un an. Là, ça fait... on a eu plusieurs législatives partielles. Il y a toujours eu un seul candidat Vous n'êtes pas d'accord dans l'hémicycle du NFP. Et par ailleurs, le nouveau Front Populaire, oui, il y a des dissensions, mais je pense qu'à droite, il y en a. Je pense que même chez vous, il y en a, si on en croit les échanges télégrammes. Mais en fait, la question, c'est oui, nous avons des différences. Et c'est pour ça que moi, je veux que la gauche reste unie, parce que la gauche n'est forte que de son union. Et de son union la plus large possible. Et donc, c'est pour cela que je veux, par exemple, que LFI soit dans la coalition, contrairement à ce que vous semblez craindre de tout. Ils chantent tout le monde déteste le PS. Oui, mais le PS fait applaudir des propos anti-LFI dans ses meetings de la même manière. Donc en fait, le NFP n'existe pas. Le sujet. Pour autant, quand il s'est agi de faire élire un bureau de l'Assemblée il y a de ça 2 semaines, PS et LFI se sont mis d'accord. Ils étaient dans une salle et on a fait élire les personnes. Et le bureau de l'Assemblée ressemble ainsi à la composition de l'Assemblée. Donc en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que moi j'ai entendu que Wauquiez, Retailleau ne s'entendaient pas, que vous ne vous entendiez plus avec je sais plus qui, que Attal ne s'entend plus avec Macron, etc. À la fin, oui, la politique, c'est des tensions, ça, vraiment. Et en fait, on n'est pas là pour passer des vacances ensemble dans ça vous regarde, mais oui, mais non, mais en fait, on n'est pas là pour passer des vacances ensemble, on est là pour proposer un plan. Je suis en train de dire, si je peux me permettre, il me semble que vous n'avez pas exactement répondu, c'est-à-dire, si vous avez dit c'est la politique fiction, d'accord, mais imaginons effectivement que les socialistes le disent, et donc de ce point de vue-là, c'est pas de la fiction. Ils disent, nous, peut-être que si on arrive à avoir le gouvernement, à proposer un programme de gauche, notamment sur les retraites, peut-être qu'on piégera un peu un certain nombre de LFI et de leurs alliés qui seront forcés au moins de nous tolérer. Écoutez, s'il y a... Vraiment, je veux bien... Vous voterez la censure dans ce cas-là ou pas ? Non, mais je veux bien essayer de croire que demain, Olivier Faure va être annoncé comme Premier ministre, puisque c'est ça votre question. Ils ont le droit d'espérer.
Oui, absolument, ils ont le droit d'espérer et l'espoir fait vivre. Et je salue tout à fait le fait d'avoir des espoirs dans la vie. Pour autant, aujourd'hui, ça n'est pas sur la table. Olivier Faure n'a pas dit qu'il avait été appelé. Emmanuel Macron n'a pas annoncé le Premier ministre. Il n'y a jamais eu de personne de gauche appelée. Donc moi, je veux bien... Enfin, vraiment... Et donc, pour répondre à votre question, si c'est un gouvernement de gauche avec une ligne de gauche, eh bien, il n'y aura pas de problème à soutenir cette ligne de gauche. Vous le soutiendriez, oui, vraiment ? Mais que ça soit une ligne de gauche. C'est-à-dire que ce ne soit pas la ligne d'Emmanuel Macron avec des ministres d'Emmanuel Macron et encore une fois, Emmanuel Macron tout-puissant. Voilà, c'est ça le sujet. Il faut qu'il y ait un programme minimum. Et ça s'appelle le programme du nouveau front. Mais la suspension des retraites, la suspension des retraites. Pardon ? La suspension de la réforme des retraites, telle qu'on en a l'impression que ça arrive. Mais ça c'est pas suffisant, la nouvelle. C'est pas suffisant. Mais non, c'est pas suffisant. C'est pas une politique de gauche. Si, c'est un symbole de gauche. C'est un symbole de gauche et c'est un symbole important pour les personnes. Et c'est un symbole important pour les personnes qui sont concernées. Donc c'est quelque chose de très important dans le blocage actuel. Pour autant, cela ne suffit pas. C'est-à-dire que... Jusqu'où faut-il aller alors ? Eh bien, il faut remettre de la justice fiscale. Il faut avoir une véritable politique de protection des femmes qui subissent des violences et conjugales et sexuelles. Il faut avoir une politique écologiste de rupture avec ce qui est en train de se faire. En fait, on ne peut pas y aller simplement, et encore une fois, c'est très important que la réforme des retraites soit arrêtée, mais on ne peut pas se contenter non plus de ça et d'avoir à côté de ça des politiques libérales. Vous avez prononcé les mots, le programme du NFP. Oui. Est-ce que vous avez conscience que ce programme est largement minoritaire dans le pays ? C'est-à-dire, c'est quand même extraordinaire. On voit passer sur ce plateau des politiques qui considèrent qu'on peut imposer un programme, quel qu'il soit, qui est minoritaire, et ça ne pose aucun problème. Alors, arithmétiquement, de toute façon, si c'était le programme du NFP, c'est plié, puisque dans la seconde, le gouvernement est censuré. Mais c'est surtout, en termes démocratiques, considérer qu'on va à toute force imposer un programme... Non, justement pas une imposer. majorité de Français à voter, je n'arrive pas à comprendre. Réponse de Sandrine Rousseau. Ce que vous dites là nie complètement tous les 49.3 qui ont été faits par Emmanuel Macron sans majorité. Non, justement pas. Nous, ce qu'on dit, et on l'a dit les premiers juste après la dissolution, qu'on n'utiliserait pas le 49.3, de sorte que le Parlement choisirait finalement les textes qui seraient issus. Par contre, c'est nous qui proposerons les textes de loi qui arrivent à l'Assemblée et qui feront l'objet de la discussion. Et en fait, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Nous proposons les textes et après, au Parlement de les discuter, de les amender, de les modifier et de les voter ou de ne pas les voter. Vous aurez peut-être une majorité, je termine, vous aurez une majorité probablement sur la question des retraites. Sur le reste, sur la fiscalité, voilà. La taxe Zuckman est passée. La taxe Zuckman est passée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme de déni à penser qu'il y a une légitimité d'un programme de gauche. Non, attendez, madame, on n'est pas sur ce terrain-là. Vous avez majoritairement à l'Assemblée nationale des députés qui vous diraient non sur la taxe Zuckman. Sur la taxe Zuckman, ça a été voté. Mais à l'Assemblée, c'est non. À l'Assemblée, ça a été voté. C'est pas une supposition. Si, ça n'est pas une supposition. Ça n'est pas une hypothèse. C'est la taxe Zuckman, qui était un texte proposé par Eva Sass et Clémentine Autain, a été voté à la majorité de l'Assemblée nationale française. On va avancer, s'il vous plaît. Et j'aimerais vous poser une question. Et à vous, Prisca Thévenot, puisqu'on a le droit de faire toutes les hypothèses ce soir. Vous l'avez vu. Est-ce que, comme certains, on va voir dans quelques instants le simulateur de majorité de Libération. Je recommande nos confrères consoeurs de Libération, on fait ce simulateur, c'est très amusant. Et plus amusant, c'est intéressant. Hein. Demain, on peut imaginer un gouvernement d'union où il y aurait des macronistes et la gauche. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Ça voudrait dire théoriquement qu'une Prisca Thévenot et peut-être pas Sandrine Rousseau. Je ne suis pas sûr que ça aille jusque-là, mais certains à gauche siègent ensemble. Est-ce que pour l'un et l'autre... Oui, non, je vous confirme. Vous me confirmez, hein, de bon cœur, je vois. Prisca Thévenot. Je n'ai aucun point commun avec la LFI. Hein. Aucun. Et aujourd'hui, la gauche à l'Assemblée nationale n'a de gauche que sa place dans l'hémicycle, puisqu'elle est complètement mélenchonisée. Non, mais vous ridiculisez à tout ramener à LFI, c'est incroyable. Vous écoutez, on ne fait pas comme dans l'hémicycle pour le coup. Et je le dis assez simplement. Donc le problème, moi j'entends depuis tout à l'heure la gauche. Enfin, c'est la LFI. Le programme NFP, c'est la LFI, rien que la LFI, toute la LFI. Et d'abord, la LFI est tellement hégémonique qu'elle se sent obligée, et elle le dit assez simplement, de renoncer et de renier tous ses alliés d'hier. Enfin, je le dis assez simplement. La question, c'est même pas si la gauche siégera avec nous ou si nous siégerons avec la gauche, parce que je vous ai répondu assez clairement, il n'y a pas de débat, mais c'est est-ce que la gauche siégera entre elles
La LFI ne supporte pas le PS et le PS le dit aussi assez simplement sur la LFI. J'ai l'impression que si vous n'avez pas dit 10 fois LFI dans une phrase, en fait, vous avez un gage. Donc, moi, c'est pas drôle. Je vais vous dire, moi, pourquoi je voudrais LFI. Je vais vous dire pourquoi moi, je voudrais LFI. Je l'ai dit hier, mais je le répète. C'est que quand le PS, et par la voix de François Hollande, qui était président de la République, a eu le Sénat était à gauche, avait une majorité de gauche. L'Assemblée nationale avait une majorité de gauche. Il y avait 10 régions, sur l'ensemble des régions, il n'y avait qu'une seule région qui n'était pas à gauche. Et le PS a eu tous les pouvoirs. Il n'en a pas fait, en tous les cas, François Hollande n'a pas utilisé ce levier pour transformer le pays. Voilà pourquoi je pense qu'LFI est importante dans l'équation, parce que ça permet de ramener toujours vers une. J'aimerais poser une dernière question. C'est exactement ce que je veux dire. Et merci Madame Rousseau. J'aimerais poser encore une question, Prisca Thévenot. On entend beaucoup dans les camps. Parce que je veux qu'ils y soient pour dans des camps divers. On entend beaucoup de vos opposants. Si le PS, je veux que le PS soit dans l'équation. Je veux que le PS soit dans l'équation parce qu'ils sont importants. Je veux que LFI soit dans l'équation parce qu'ils sont importants. Et en fait, c'est ça la force de la gauche. Un mot encore, Prisca Thévenot. On entend beaucoup du côté des LR, du côté de la gauche socialiste dire Emmanuel Macron doit renoncer au fond, il doit accepter l'idée d'une cohabitation. Cette fois, il doit accepter que le pouvoir, que le président préside et que le Premier ministre gouverne. Est-ce que vous acceptez cette idée-là ou est-ce que vous défendez le point de vue que Emmanuel Macron doit pouvoir continuer comme ça? Est-ce qu'on doit pouvoir partager le pouvoir suite aux dernières législatives? Je pense que c'est mathématique et ça s'est vu directement à l'Assemblée nationale depuis 1 an. Maintenant, quand on parle de cohabitation, ça veut dire qu'il y a un autre programme, un autre projet hégémonique. Et cela, je ne le vois pas. D'où le principe de la feuille de route de Sébastien Lecornu, à savoir essayer de trouver un compromis. Merci beaucoup et à l'une et à l'autre et à nos éditorialistes. Écoutez à